Cathy est restée assise dans le couloir de la polyclinique, perdue dans ses pensées pendant près de 20 minutes. Cela faisait tout autant de temps que sa vie avait pris un tournant radical qui l'avait laissée perplexe. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi le destin lui avait infligé un tel coup du sort il y a à peine une demi-heure. Jusque-là, elle s'était sentie la plus heureuse des femmes et des mères. Un médecin aux cheveux gris s'approche d'elle et lui annonce le diagnostic fatal. « Pourquoi êtes-vous encore là ? Vous devriez rentrer chez vous, vous ressaisir », conseille le médecin d'un ton calme. « Oui, la maladie progresse et le temps est compté, mais il ne faut pas perdre espoir. En tant que jeune femme, vous avez la force de vous battre pour votre vie. » Levant ses yeux bleus, Cathy demande « Docteur, dites-moi la vérité, quelles sont mes chances ?» Le médecin hésite brièvement avant de répondre « Je ne vais pas l'édulcorer, les chances sont minces. Mais elles valent la peine d'être poursuivies. J'ai mentionné le traitement disponible en Allemagne. Si vous pouviez accéder à leur clinique, vos chances augmenteraient considérablement. » Découragée, Cathy a répondu « Ce n'est pas possible pour nous, mon mari et moi n'avons pas autant d'argent. » Très bien, nous allons donc procéder à l'opération. Venez à l'hôpital demain, s'il vous plaît. Chaque instant compte, a insisté le médecin avant de s'excuser et de s'éloigner précipitamment. La vie de Cathy a été marquée par le malheur dès le début. Abandonnée par sa mère dans une gare alors qu'elle n'avait que 6 ans, elle avait grandi dans un orphelinat, privée de l'amour de ses parents. Les souvenirs de sa mère, échevelée et rancunière, sont restés dans les mémoires et ont assombri son enfance. Mais tout a changé lorsque Cathy a rencontré Jim après avoir obtenu son diplôme. Jim, avec ses yeux bleus frappants et son sourire bienveillant, l'a séduite. Récemment déménagée du village, Jim avait trouvé un emploi de gardien pour un riche collectionneur d'art de la capitale. Leur amour s'est rapidement développé. Au bout de 6 mois, ils savaient qu'ils voulaient passer leur vie ensemble. Jim traite Cathy avec adoration. Avec la naissance de leur fils, leur famille se sent complète. Pourtant, alors que Cathy se perdait dans ses souvenirs, son téléphone portable a interrompu ses pensées, marquant un nouveau tournant dans son parcours tumultueux. Le réveil soudain de Cathy est surprenant. C'est Jim qui l'appelle, et Cathy répond en essayant de paraître calme. Mais Jim perçoit immédiatement la tristesse dans sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a ? Cela fait 1 heure que j'essaie de te joindre, demande-t-il. » Cathy s'est excusée, expliquant qu'elle avait été retardée chez le médecin et qu'elle allait chercher Chat au jardin d'enfants. Jim s'empresse de répondre « Tu vas bien ? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. » Cathy s'est forcée à répondre oui avant de mettre fin à l'appel pour éviter de fondre en larmes ce soir-là. Lorsque Jim est rentré plus tôt du travail, il a remarqué les yeux pleins de larmes de sa femme. Il comprend que quelque chose de grave s'est produit. Cathy, d'une voix détachée, propose « Allons dans la cuisine, je ne veux pas que Chat entende notre conversation. » La conversation fut longue et pesante. Une fois le choc initial passé, Jim a commencé à réfléchir fébrilement à l'endroit où trouver l'argent. Il ne voulait pas envisager le traitement de sa femme dans une clinique locale. Si les médecins recommandent d'aller en Allemagne, il doit tout faire pour trouver l'argent. Cathy a déclaré « Même si je vends la maison du village, nous n'aurons toujours pas la moitié de l'argent. Nos biens immobiliers ne valent presque rien. » Jim suggère d'aller voir Monsieur Borstein le lendemain matin. C'est un homme riche qui pourrait lui prêter la somme nécessaire. « Je me mettrai même à genoux, » promet Cathy. « S'il le faut. » C'est la seule façon de sortir de cette situation, mais Cathy ne peut s'empêcher de demander « Jim, même s'il te donne l'argent, comment feras-tu pour rembourser la dette ?» Cathy était désespérée et pensait que la situation était sans espoir. « Je vais à l'hôpital demain, espérons que nos médicaments seront efficaces et que Dieu le saura. » Jim, déterminé à ne pas abandonner, dit « Je ne veux pas, et je ne peux pas risquer de te perdre. S'il te plaît, donne-moi une chance. Comprends que si Dieu t'interdit de partir, je n'y survivrai pas. Si tu ne veux pas penser à moi, pense à notre fils. Je sais qu'il n'y a pas de situation désespérée, il y a toujours au moins une chance. » Cathy, incapable de répondre à l'appel de Jim, avait peur d'imaginer ce que Chat lui ferait si elle n'était plus là. Le lendemain,
Jim se rendit au travail de bonne heure, attendant que son patron se réveille et descende dans la salle à manger. Il travaillait pour la famille de Mr. Bean depuis près de 5 ans et avait réussi à gagner le respect et la confiance de l'homme riche. Excusez-nous pour cette interruption. Le jeune homme en vient rapidement au fait, et M. Borstein écoute attentivement son chef de la sécurité sans intervenir. Respectueusement, je dois décliner l'offre de $120 000. Comprenez-vous les implications d'une telle dette? La rembourser prendrait beaucoup de temps. Jim reconnaît que M. Borstein peut considérer la somme nécessaire au traitement de Cathy comme insignifiante, mais pour eux, cela signifie une chance de vivre. Je vous en supplie, aidez-moi, je promets de rembourser cet argent, mais je ne peux pas préciser quand. Comprenez qu'il s'agit de la personne la plus précieuse pour moi, ma femme bien-aimée et la mère de mon fils. Personne d'autre que vous ne peut la sauver. Elle périra si elle rate cette occasion. Cathy n'a que 25 ans, le même âge que votre fille cadette, Audrey, plaide Jim. Réalisant qu'il est en train de trébucher dans sa tentative de persuasion. D'accord, j'ai une proposition à vous faire, répond le patron après mûre réflexion. Venez dans mon bureau dans 1 heure. Jim avait du mal à contenir sa joie. Si M. Borstein ne refusait pas, cela signifiait que Cathy pourrait suivre un traitement en Allemagne. Chérie, je crois qu'il est d'accord. Appelle le médecin et informe-le que l'argent sera disponible. Arrange tout avec la clinique en Allemagne, lui dit Jim, submergé par la gratitude. Cathy murmure, ce n'est pas possible. Jim la rassure, je prierai pour vous jusqu'à la fin de mes jours, avant de mettre fin à l'appel. Pendant ce temps, M. Borstein, assis dans un luxueux fauteuil en cuir, sirote nerveusement un whisky. Jim, prends un verre avec moi, lui propose-t-il, refusant poliment parce qu'il était de service et qu'il évitait l'alcool avant la nuit. Jim s'est préparé à une conversation sérieuse. Voici la situation, vous avez besoin d'argent et j'ai besoin d'un tableau d'une valeur d'environ $150 000. Si vous récupérez ce tableau pour moi, je vous l'achèterai volontiers, propose M. Borstein en scrutant Jim d'un regard intense, confus et surpris. Jim ne s'attendait pas à une telle suggestion de la part de son patron qu'il jugeait noble et honnête. Jim se retrouva face à une révélation. Son patron, le collectionneur, dévoilait sa vraie nature à travers le masque. Un silence pesant s'installa dans le bureau, laissant le jeune homme plongé dans ses réflexions sur la proposition de son patron. Jim laissa calmement le temps aux gardes de réfléchir, comprenant qu'accepter était sa seule échappatoire. Il était prêt à tout pour sauver la femme qu'il aimait. Compte tenu de l'urgence de la situation, Jim exprime son inquiétude quant à l'obtention du tableau dans les plus brefs délais. Il insiste sur la nécessité d'une préparation minutieuse, conscient que sa femme ne peut se permettre d'attendre. Le collectionneur, qui fait confiance à Jim et le respecte, accepte de lui prêter la somme nécessaire. Reconnaissant et déterminé, Jim assure son patron qu'il ne le décevra pas. Une fois l'accord scellé, M. Borstein demande à Jim d'emmener Audrey, sa fille cadette, à l'aéroport. Audrey, une personne gâtée et capricieuse souffrant de handicap physique, nourrit du ressentiment à l'égard de sa famille. Malgré la richesse de son père, elle a des difficultés dans sa vie personnelle, manquant d'amis et subissant la pitié et les moqueries de la plupart des hommes. Alors que Jim aide Audrey à monter dans la voiture, elle lui fait part de son enthousiasme à l'idée d'un voyage à Hawaï. Surprenante d'audace, elle propose à Jim de se joindre à elle s'il quitte sa femme ennuyeuse. Jim, surpris par son audace, se rend compte de l'admiration qu'Audrey lui porte, chose qu'il a souvent ressentie de la part d'autres femmes. Pris au dépourvu, il s'enquiert avec désinvolture des allées et venues d'Audrey. Sentant un flirt subtil dans son attitude, il essaie de ne pas froisser la jeune fille. Il est regrettable que j'aie d'abord rencontré Cathy au lieu de vous, mais les circonstances ne peuvent être modifiées. Je suis mariée et engagée auprès d'une seule personne, il n'y a pas lieu de flirter ou de faire semblant en ma présence, souffla Audrey. J'ai entendu votre discussion avec mon père, et je suis au courant de la maladie de votre femme et de votre quête de fonds pour le traitement. Je pourrais demander à mon père cette somme pour elle, mais il faudrait que vous quittiez Cathy et que vous m'épousiez, proposa-t-elle avec assurance. D'accord, répond Jim avec fermeté,
mais écouter aux portes n'est pas un trait de caractère admirable. Je suis désolé, Audrey, mais je m'occupe de mes propres dilemmes. Je n'ai pas besoin de votre aide, déclara Jim avec détermination. Audrey fit la moue et se détourna, manifestement offensée par le refus de Jim. Jim est surpris par l'audace et l'assurance de la jeune femme et se demande comment elle a pu entendre leur conversation avec son père. Après avoir déposé Audrey à l'aéroport, Jim retourne chez son employeur, impatient d'obtenir les fonds nécessaires. Il voulait partager la bonne nouvelle avec Cathy. Monsieur Borstein est assis dans son bureau lorsque Jim entre discrètement. Il ouvre le coffre-fort et dépose plusieurs liasses de billets de $100 sur la table. Après un moment, envoyez votre femme à l'étranger et concentrez-vous sur vos tâches. Considérez ceci comme un geste de bonne volonté, Jim. J'espère que vous ne me décevrez pas. Sinon, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, prévient sévèrement Monsieur Borstein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas et je vous remercie de votre aide, a répondu Jim avec gratitude, en acceptant l'argent et en quittant le bureau. 2 semaines plus tard, Cathy part pour la clinique allemande. Le mérite en revient à son médecin, qui a rapidement tout organisé avec ses homologues allemands et s'est occupé de toutes les formalités administratives nécessaires. Jim a choisi de ne pas révéler à sa femme ses relations avec Monsieur Borstein, Borstein à sa femme. Il a préféré inventer une histoire, prétendant que son patron avait fait preuve de compassion et de générosité en aidant Cathy gratuitement. Mon cher, promets-moi que tu ne laisseras personne faire du mal à notre fils, plaide Cathy en pleurant à l'aéroport. Qu'est-ce que tu insinues? Jim fronce les sourcils, comprenant son inquiétude. Si quelque chose devait m'arriver, promets-moi que tu finiras par trouver une autre compagne. Un homme ne devrait pas être seul. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas notre fils et ne laisse pas cette nouvelle femme lui faire du mal. Calmez-vous, Cathy. N'entretenez pas de telles pensées, dit Jim avec fermeté. Rappelez-vous ce qu'a dit le médecin. Garder une attitude positive et avoir foi en la guérison augmente considérablement les chances de succès du traitement. Inutile de parler d'une hypothétique femme qui ne pourrait jamais vous remplacer. Même s'il t'arrivait quelque chose, je n'abandonnerai jamais notre fils, je ne le présenterai absolument pas à une belle-mère, chérie. Tu nous reviendras, notre fils, et je t'adore tellement que tu n'oserais pas t'éloigner. Tu m'entends, chuchote Cathy, la voix chargée d'émotion, en se précipitant sur son mari, Jim, pour le serrer dans ses bras. Ce dernier s'apprête à monter dans la voiture lorsqu'une voix féminine familière l'interpelle, le faisant se retourner. Audrey se tenait là, avec une valise, ce qui fit froncer les sourcils de Jim. Quelle surprise, s'exclama la jeune fille. Mon père m'a dit que vous étiez en vacances. J'allais prendre un taxi. Bonjour, Audrey. Comment se sont passées tes vacances? Jim s'efforce de rester poli avec l'impudente. Vous avez raison, je suis en vacances. Je viens de raccompagner ma femme, je suis enfin libéré de cette responsabilité, répondit-il laconiquement. Prends ma valise, allons-y, je suis épuisé par le vol et je meurs d'envie d'un bain. Premièrement, Cathy n'est pas une responsabilité, c'est l'amour de ma vie. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, je suis en vacances. J'emmène mon fils chez ma mère, je suis désolé, Audrey, mais je suis pressé, dit Jim, son agacement évident, avant de monter rapidement dans la voiture et de partir. Arrivé au village, Jim fut accueilli par un coucher de soleil chaud et vibrant. Après avoir garé la voiture devant le portail, il sortit et respira profondément l'air frais. Il ferma les yeux un instant, se remémorant son enfance insouciante, les aventures de sa jeunesse, les promenades au clair de lune jusqu'à l'aube et ses premières expériences d'amour et de baiser. Cela faisait longtemps, pensa-t-il. Un doux sourire se dessinant sur ses lèvres lorsque le portail s'ouvrit en grinçant. Son sourire s'élargit lorsqu'il aperçut sa mère qui se précipitait vers lui, le serrant dans ses bras. « Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ?» Je commençais à m'inquiéter. « Comment va Chat ? Comment a-t-il supporté le voyage ?» demanda Sarah, son sourire s'effaçant devant l'inquiétude qui se dessinait sur ses traits. « Chat va très bien, dit Jim en riant.
Il s'est endormi pendant le trajet et il roupille encore. Et Cathy, ne m'épargnez pas les détails, insiste Sarah, l'air grave. La situation est grave, mais il y a de l'espoir, maman. Nous en parlerons plus tard. Je suis vidé, répondit Jim avec lassitude. D'accord, je suis désolé. Prends mon petit-fils, allons à l'intérieur, j'ai préparé le dîner, dit Sarah en ouvrant la marche. Jim était le fils unique de Sarah, né hors mariage pendant une période difficile de sa vie. Elle a été licenciée de son poste de professeur de mathématiques en raison du jugement de la société. Malgré les difficultés, elle a persévéré, consacrant sa vie à l'éducation de son fils. Bien qu'on lui ait offert plus tard la possibilité de reprendre l'enseignement, elle a refusé, incapable d'oublier le traitement injuste qu'elle avait subi. Sarah a vécu avec ses parents, offrant à son fils et à son petit-fils un environnement plein d'amour et de soutien. Jim a trouvé un emploi à la bibliothèque et a adopté un mode de vie modeste. L'énigme entourant l'identité du père de Jim persiste, Sarah gardant le secret. Malgré les demandes de Jim, elle lui donne toujours la même réponse, son père est parti pour toujours. Vivant désormais seule, Sarah se réjouit à l'idée que son petit-fils puisse rester quelque temps avec elle. Aux heures calmes de la nuit, Jim se confie à sa mère, partageant tout sauf la vérité sur ses intentions de gagner de l'argent pour le traitement de Cathy. Après une brève période de sommeil, il fait ses adieux à sa mère et à son fils et se met en route pour une petite ville où le patron convoite un tableau particulier. Arrivé sur place, il s'installe dans l'unique hôtel avant de réfléchir à ce qu'il va faire en observant le système d'alarme du musée sans gardien de nuit. Le lendemain matin, Jim, dépourvu de plan, décide d'explorer l'unique attraction de la ville, le musée. Accueilli par une sympathique guide blonde nommée Robin, il hésite à la déranger. Jim lui fait part de sa curiosité pour le musée, et Robin lui révèle sa passion pour l'art en décrivant chaque tableau avec un enthousiasme débordant. Au fil de leur conversation, Jim et Robin ont noué des liens, discutant comme de vieux amis. Les descriptions vibrantes de Robin donnaient vie aux toiles les plus banales en apparence. Lorsqu'ils sont arrivés à la peinture souhaitée, Jim s'est concentré sur le sujet. Robin lui a fait part de son caractère unique, l'attribuant à un peintre français de la fin du XIXe siècle. Jim s'enquiert de la possibilité d'acquérir l'œuvre, mais Robin affirme avec assurance que le tableau est la fierté du musée et qu'il n'est pas à vendre, quel qu'en soit le prix. Si vous êtes curieux, je pourrais vous raconter comment ce morceau d'histoire s'est retrouvé dans notre musée. Je vous remercie. J'ai appris beaucoup de choses précieuses et instructives pendant cette heure, dit Jim en souriant, son sourire désarmant étant évident. Si j'ai un jour du temps libre, je reviendrai certainement pour une autre visite, mais pour l'instant, je dois m'excuser car j'ai une réunion d'affaires prévue dans 30 minutes avec un associé. C'est dommage que vous deviez déjà partir, remarque Robin. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de tout vous montrer, et d'après ce que j'ai vu, vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici ? Notre entreprise prévoit d'établir un bureau dans votre charmante ville, et je travaille actuellement à la réalisation de ce projet. J'ai tout de suite compris que vous étiez un homme d'affaires et que vous ne vous intéressiez pas à l'art. Le guide rit d'un air bon enfant. Je vois que vous n'êtes pas dupe, dit Jim en plaisantant. Vous avez raison. Je peux voir à travers les gens, s'amusa Robin. Robin, je ne voudrais pas être trop direct, mais puis-je vous demander ce que vous faites ce soir ? Le fait est que je ne connais personne dans votre ville et que mes soirées sont plutôt ennuyeuses. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble, demanda Jim avec de l'espoir dans les yeux. Ah, pourquoi pas, acquiesça Robin en rougissant légèrement. Super, je t'attends à 20h au restaurant Caprice. Marché conclu, sourit la jeune fille, qui entraîna le seul visiteur vers la sortie du musée. L'humeur de Jim se dégrada brusquement, il se sentait comme une créature méprisable, ayant l'intention de manipuler les sentiments de cette jeune fille innocente. Son plan était de la faire tomber amoureuse de lui, puis d'essayer de voler le tableau nécessaire, peu importe à quel point il essayait de se convaincre ou de justifier ses actes odieux. Il était rempli de remords, mais la pensée de Cathy lui donnait la force de persévérer. Le son d'un SMS entrant ramena Jim à la réalité.
Je vais bien, le médecin a procédé à un examen approfondi et a programmé l'opération pour après-demain. Ma mère est avec notre fils, écrit ma femme, bien-aimée. Nous t'aimons et nous t'attendons, Jim. Il répond et se dirige vers l'hôtel. Jusqu'au soir, il élabore un plan d'action. Tout dépendait du comportement de Robin, et quelles que soient les circonstances, Jim devait faire en sorte que la jeune fille tombe amoureuse de lui. Il ne remarqua pas le temps qui passait, et lorsqu'il jeta un coup d'œil à sa montre, il commença à se préparer pour leur rendez-vous. Entrant dans un restaurant confortable, Jim choisit une table près de la fenêtre et attendit patiemment l'arrivée de Robin. La jeune fille arriva à 8 heures précises. Comme pour montrer sa ponctualité et son respect sincère pour Jim. Ils se sont assis et ont commencé leur soirée ensemble. La soirée se déroule de manière agréable et détendue. Robin s'enquiert du travail et des activités artistiques de Jim. Jim, avec un sourire, a admis qu'il n'avait rien de particulièrement fascinant à partager. Il avait obtenu son diplôme universitaire et travaillé dans un musée pendant 1 an et demi. Il vivait avec sa grand-mère, qu'il avait élevée depuis l'âge de 3 ans, car ses parents étaient décédés lorsqu'il était jeune et il ne se souvenait pas d'eux. Il a résumé sa vie comme étant plutôt mesurée et ordinaire. Robin a ensuite raconté sa propre histoire, tout aussi banale. Comme Jim, elle est allée à l'université et se concentre désormais sur sa carrière. Elle n'était pas mariée, estimant qu'un homme devait d'abord s'établir avant d'envisager une famille et des enfants. Sa seule famille était sa mère, qui vivait dans un village. Robin travaillait dans la capitale et avait récemment acheté un appartement. Jim, sans hésiter, a plaisanté en disant que Robin était déjà bien établi. Ils ont ri, la nuit avançant, ils ont marché le long du talus jusqu'à l'aube. Au lever du jour, Jim avoue son amour à Robin. Elle rougit, puis enfouit son visage dans sa poitrine, retenant des larmes de bonheur et de joie. Elle lui avoua qu'elle n'avait jamais cru au coup de foudre, mais qu'elle se rendait compte maintenant qu'il existait vraiment. Elle était tombée profondément amoureuse et ne pouvait imaginer comment elle avait pu vivre sans Jim pendant toutes ces années. Jim s'est amusé à faire semblant d'être décontenancé, en disant qu'il voulait que Robin soit sa femme, la maîtresse de sa maison et de sa vie. Robin était confuse et bégayait, disant que cela semblait trop soudain alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques heures. Jim l'a rassurée en lui disant qu'il ne la pressait pas et qu'il attendrait sa réponse aussi longtemps que nécessaire. Il l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée tendrement, marquant le début de leur romance passionnée et intense. Au cours de cette semaine, Jim a gagné la confiance de la jeune fille naïve et a même appris le code pour désactiver le système d'alarme. Il réfléchit à ce qu'il va faire. Il reçoit également de bonnes nouvelles de Cathy. Elle a subi une opération importante et son état s'améliore de jour en jour. Le médecin traitant a même fait des prédictions optimistes quant à son rétablissement. Jim est fou de joie, car il semble que Dieu ait fait preuve de miséricorde à son égard et à l'égard de ses proches. Leur famille offrait à Cathy une seconde chance de vivre. En même temps, il se critique et ne trouve pas la paix, ni le jour ni la nuit. Après tout, il trompait Robin, une fille belle, honnête et ouverte d'esprit. La dernière chose que Jim souhaitait était de lui causer un chagrin d'amour, mais il ne voyait pas d'autre issue. Il devait voler ce fichu tableau pour payer son patron. Monsieur Bean était un homme sévère. Il était strict et impitoyable lorsqu'il s'agissait de dettes, car il savait que s'il ne remplissait pas sa mission, cet homme l'effacerait, lui et sa famille, de l'existence. Il était déterminé à faire en sorte que Cathy et son fils vivent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Robin remarqua que son homme bien-aimé semblait perdu dans ses pensées et lui demanda « Ça va, mon cher ? Je sens que quelque chose te tracasse. » Jim sourit et posa la tasse de café refroidi sur la table. « Je suis désolé, ma chère, j'étais plongé dans mes pensées. Il y avait des problèmes de travail, » expliqua Jim. « Ne vous inquiétez pas, tout peut être résolu. Grand-mère nous a invités à déjeuner aujourd'hui. Je l'ai déjà informée de tout, et elle est très impatiente de vous rencontrer dans la soirée. Grand-mère va rendre visite à sa sœur au village. Elles pourront donc passer la nuit chez lui et passer un peu de temps ensemble. Elle a dit que ce serait merveilleux, et Robin s'est réjoui. L'homme pensait sincèrement que tout allait bien se passer.
Après tout, c'était ce soir qu'il comptait voler le tableau et s'échapper de cette ville qui était devenue ennuyeuse pour lui. Madame Porter s'avéra être une vieille dame très gentille. Elle a traité Jim comme son petit-fils et lui a servi de délicieuses tartes. Elle n'a pas posé de questions inutiles à l'invité, c'était une femme pleine de tact et de sagesse, ouverte et gentille, tout comme sa petite fille, qui avait du mal à tromper. Ces personnes ont savouré le délicieux thé à la framboise après le déjeuner, et Madame Porter s'est empressée de s'excuser. Et de partir au village pour quelques jours. Il semble qu'elle l'ait fait délibérément pour donner au couple l'occasion de se retrouver seuls. Jim et Robin décidèrent d'aller se promener le long de la digue. Ils sont rentrés à la maison vers minuit et l'homme s'est proposé de préparer le dîner pour Robin. Il a préparé une salade grecque et du thé. Il ajouta discrètement des gouttes de somnifère dans la tasse de la jeune fille, car elle avait besoin d'un sommeil réparateur ce soir-là. Après le dîner, Robin s'est soudain senti mal. Ses jambes se transformaient en coton et ses paupières devenaient lourdes. Elle essaya de dire quelque chose à Jim, mais n'y parvint pas et s'endormit dans le fauteuil. L'homme l'observe attentivement, sachant qu'il doit agir rapidement et efficacement pour assurer leur bonheur futur. Il déplaça doucement Robin vers le lit et lui murmura doucement, « Je t'en prie, pardonne-moi si tu le peux. S'il te plaît, pardonne-moi si tu le peux. » Il prit les clés du musée dans le sac de Robin avant de partir. Tout s'est déroulé rapidement et sans heurts. Jim désarma facilement le système d'alarme et en moins de 3 minutes, il quittait déjà le vieux bâtiment. Il a verrouillé la porte métallique, déclenché l'alarme et est parti en voiture quelques heures plus tard. Jim est arrivé chez Monsieur Bean. Malgré l'heure matinale, il a appelé son patron et l'a informé que la tâche était terminée et qu'il attendait à la porte. Quelques minutes plus tard, M. Borstein ouvre le lourd portail et fait signe à Jim d'entrer dans la cour. « Comment ça s'est passé ? Êtes-vous sûr de ne pas être suivi ? Demande le patron en examinant la toile avec une lueur malsaine dans les yeux. Il n'y a pas de poursuite et il n'y en aura pas. J'ai séjourné à l'hôtel sous une autre identité, j'espère qu'il sera difficile de me retrouver, et même s'ils le font, ils ne pourront jamais prouver ma culpabilité. L'hôtel est propre. Il n'y a pas de traces d'effraction, pas de témoins, c'est dommage pour la fille innocente. J'ai profité d'elle, et c'est elle qui aura des ennuis, qui subira une enquête et qui finira probablement par être licenciée. Ce n'est pas une fatalité, elle s'en remettra, dit l'homme plus âgé en riant, mais dites-moi, comment va votre femme, Cathy va bien, elle se rétablit progressivement. Vous avez bien fait de sauver la mère de votre enfant. Vous pouvez être fier de vous. Je vais vous donner une prime de congé, Jim, vous devez faire profil bas, il vaudrait mieux aller chez votre mère par sécurité, et n'oubliez pas. Si tu te fais prendre, ne pense même pas à me dénoncer. Sinon, ni toi ni ta famille ne serez en sécurité. Oui, monsieur, répond Jim. Au fait, quel sera le montant de la prime ? J'aurai peut-être de quoi me payer un billet aller-retour pour Berlin pendant mes 4 années de vacances. Jim défia les ordres du patron et acheta une bicyclette pour son fils avant d'aller rendre visite à sa mère pour une journée. Sean regarde la nouvelle bicyclette avec ravissement et dit immédiatement à son père qu'il ne veut pas rentrer à la maison. Il préférait être chez sa grand-mère. Sarah ne tarit pas d'éloges sur son petit-fils, admirant l'obéissance et l'intelligence de Chat. Au même moment, la mère de Chat remarque que quelque chose le tracasse. Le regard de Jim est devenu fuyant et triste. « Mon fils, tu as des ennuis ? Tu n'as pas l'air bien, et tout va bien ? L'état de Cathy s'améliore-t-il ? » L'inquiétude de la femme était évidente dans sa voix alors qu'elle s'adressait directement à Jim. « Oui, tout va bien, maman, » répondit Jim avec un sourire, bien qu'il y ait une nervosité sous-jacente dans son comportement. « Je suis juste un peu fatigué. Un bon repos est tout ce dont j'ai besoin, et les choses iront mieux. » Il embrassa sa mère, trouvant dans sa présence un réconfort qui lui rappelait l'insouciance de son enfance. Au petit matin, Jim fait ses adieux à son fils endormi et à sa mère avant de se rendre à l'aéroport. Il a choisi de ne pas révéler son voyage en Allemagne, confiant dans sa discrétion. Après tout,
Un peu de prudence n'a jamais fait de mal à personne. Berlin l'accueille avec un ciel maussade et une pluie fraîche. Jim n'avait pas prévenu Cathy de sa visite, il voulait la surprendre. Il a pris un taxi et s'est rendu directement à la clinique où elle suivait une rééducation. À son arrivée, Jim s'est renseigné auprès de la réception sur le service de Cathy. Muni de cette information, il se précipite au 3e étage. Cependant, en ouvrant la porte de sa chambre, il est momentanément stupéfait. Après avoir vérifié l'écriteau, il se sentit envahi par une vague d'incrédulité. Sa vision se brouilla et un bourdonnement emplit ses oreilles. Désolé, je me suis trompé de chambre, je crois, bredouilla Jim en essayant de retrouver son calme. Cathy, le visage vidé de ses couleurs, se dégagea de l'étreinte du médecin, la confusion se lisant dans ses yeux. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je voulais te faire une surprise, » dit Jim. Un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. « On dirait que tu vas beaucoup mieux. »« Oui, les médecins allemands font des merveilles, » répondit Cathy, le ton tendu, tandis que le médecin s'excusait de quitter la pièce. Dans un silence pesant, Cathy se tourna vers la fenêtre, ne sachant comment aborder la conversation qu'elle avait répétée d'innombrables fois dans son esprit. « Tu es sans voix, Cathy ?» Jim rompt enfin le silence, la voix teintée d'amertume. « Tu n'as rien à dire, je ne sais pas quoi dire, » admit doucement Cathy, son regard évitant le sien. « Si tu étais un autre homme, je te donnerais probablement un coup de poing. »« Je suis choqué, Jim. »« Comment as-tu pu, je suis désolé, si ça veut dire quelque chose, » murmura Jim, le ton lourd de regret. « Toutes ces années. Je pensais que nous avions quelque chose de réel. Mais j'ai rencontré Hubert, et j'ai compris ce qu'était le véritable amour. Je te respecte et je t'apprécie, mais je ne peux pas dire que je t'ai jamais vraiment aimé. Hubert et moi, c'était le coup de foudre. Je n'ai pas pu résister, ne vous inquiétez pas de ce. En ce qui concerne l'argent électronique, nous vous rembourserons dans quelques années. David vous remboursera les fonds que vous avez fournis pour mon traitement, nous sommes sincères à ce sujet. Je retourne dans mon pays d'origine uniquement pour finaliser le divorce et ramener Chat à la maison. N'y pense même pas, siffle Jim, rempli de colère. Si tu oses m'enlever mon fils, je t'étranglerai de mes propres mains. Je n'essaie pas de te faire peur, ne mets pas ma patience à l'épreuve, ne rentre pas à la maison. Nous pouvons divorcer à distance, au revoir, Cathy. J'espère ne plus jamais te revoir. Jim ne se souvenait plus comment il avait quitté la clinique ni comment il s'était rendu à l'aéroport. Pendant un moment, il a eu l'impression que sa vie s'était arrêtée, que son âme s'était vidée et que son cœur s'était transformé en pierre. Il ne comprenait pas comment elle avait pu le trahir, trahir leur famille et trahir leur amour d'une manière aussi cruelle. Après tout, il avait à peine dormi lorsqu'il l'avait appris. Cathy souffrait d'une terrible maladie, il aurait donné sa vie pour la garder en vie, et Cathy avait ignoré leur vie, leur âme, et brisé à jamais sa foi dans les femmes et la famille. À son retour de Berlin, Jim est rentré chez lui. Il ne voulait pas se cacher ou s'enfuir. Il ne se souciait plus de ce qui lui arriverait si la police parvenait à le retrouver. Accablé par son insupportable chagrin d'amour, l'homme trahi s'est mis à boire beaucoup. Au bout de quelques jours, l'image de Cathy devient lointaine et floue pour lui, mais celle de Robin est bien distincte. Jim rêvait de la jeune fille dans des rêves délirants. Robin était très effrayé et pleurait toujours en tirant ses mains vers lui. Jim voulut réconforter la jeune fille malheureuse et se précipita vers elle, mais il tomba immédiatement dans l'abîme sombre. L'appel de sa mère le ramena à la vie et à la réalité. « Nous avons eu un malheur, je me suis cassé la jambe et je ne peux pas m'occuper seule du ménage et de ton petit-fils. Je serai là ce soir, maman attend, » dit Jim avec assurance et il se rendit directement à la salle de bain pour se laver quelques heures plus tard. Jim s'est précipité vers les personnes qu'il aimait le plus. La nouvelle de la fracture de sa mère l'avait littéralement ramené à la vie. Il se reprocha sa faiblesse et le désespoir qu'il avait presque atteint à cause de cette femme qui ne le méritait pas, réalisant qu'il avait une mère et un fils qui avaient besoin de lui. Jim décida de se ressaisir.
Il était déterminé à chasser cette femme infidèle de sa tête et de son cœur et à donner de l'amour et de l'attention aux personnes qui le méritaient vraiment. En voyant son fils, Sarah a immédiatement senti que quelque chose de terrible s'était produit. Jim avait perdu 10 kilos. Était devenu maigre et avait ses premiers cheveux gris, les rides sur ses tempes se creusent au fur et à mesure qu'il s'inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas avec le fils de Cathy ?» demande la femme d'une voix suppliante. « Ne m'épargnez pas, dites-moi la vérité. Est-elle vivante ?» Elle fut soulagée d'entendre que Cathy était en vie et en bonne santé. Il semblait qu'ils en parleraient plus tard. « Je suis fatiguée, d'accord, » répondit la mère, complètement inconsciente de la situation. Jim avait pris la responsabilité de s'occuper des tâches ménagères à la place de sa mère, lui interdisant de faire quoi que ce soit le soir. Il allait à la pêche avec Shaun, et le garçon était ravi de la vie rurale, exprimant souvent son désir de ne pas retourner en ville. Étrangement, il n'a jamais mentionné sa mère, comme si Cathy n'avait jamais fait partie de sa vie. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait vivre avec sa mère ou avec sa grand-mère, le petit garçon a répondu sans hésiter, « Avec toi et grand-mère. » Jim, prudent, demande, « Tu dis la vérité ? » Je ne fais pas semblant. Il veut s'assurer que son fils dit la vérité. Le garçon a tenu bon, insistant sur le fait que sa mère le frappait lorsque son père était au travail et qu'elle ne lui permettait pas de parler. Jim a compris la vérité. Depuis plusieurs années, il vivait avec une femme trompeuse qui punissait et maltraitait leur fils. En son absence, elle faisait semblant d'être une épouse aimante tout en s'éloignant secrètement de lui à la première occasion. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » rassure-t-il en serrant son fils dans ses bras. « Je ne laisserai pas Cathy t'emmener et je ne laisserai personne te faire du mal. » De retour à la maison, Jim remarque que sa mère est confuse et visiblement préoccupée par quelque chose. « Cathy m'a appelé, » dit-elle, visiblement bouleversée. Elle a dit qu'elle viendrait chercher Shaun dans une semaine. La voix de la femme tremblait lorsqu'elle demanda, « Jim, explique-moi. S'il te plaît. Que se passe-t-il ?» Cathy a dit qu'elle devait s'occuper de certaines choses. Elle m'a trompée avec le médecin qui la soignait. Elle va rester avec lui en Allemagne et veut prendre Shaun. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Elle a perdu la tête. Comment Cathy a-t-elle pu te trahir ? Après tout, tu l'adorais ? Vous étiez prêt à tout pour elle. La mère s'efforce de retenir ses larmes. Maman, ne pleure pas. Cathy est une mauvaise personne. Tu ne devrais pas t'énerver et pleurer à cause d'elle. Elle ne prendra pas notre fils. Je ne la laisserai pas l'avoir si nécessaire. J'irai au tribunal et je demanderai à ce qu'on lui retire ses droits parentaux. J'éloignerai Shaun pendant un certain temps. Cette personne viendra ici tôt ou tard. Je ne veux pas que l'enfant se sente anxieux ou qu'il soit exposé à des conversations désagréables, remarque Sarah. Au fait, Jim s'est plaint à plusieurs reprises que sa mère le traitait durement. Il a dit qu'elle le frappait souvent et qu'elle le menaçait de le punir. Est-ce exact ? Apparemment, oui, poursuit Sarah. Elle n'a jamais fait preuve d'un tel comportement en ma présence, mais je me souviens que Jim avait vraiment peur d'elle. Ce qui m'intrigue, c'est comment j'ai pu manquer ça. Il n'est pas étonnant que vous ayez nourri de l'affection pour elle et que vous ayez fermé les yeux sur ses agissements. Jim, où prévoyez-vous d'emmener Jim ? Demande Sarah. Je ne sais pas encore. Je trouverai bien quelque chose. Je me fiche de savoir où nous finirons. L'important, c'est de l'éloigner de sa mère, répond Jim. Je crois que j'ai une idée de l'endroit où vous devriez aller. Écoute-moi sans m'interrompre. Je ne t'ai jamais parlé de ton père, mais je crois que nous ne pouvons pas nous passer de son aide, dit Sarah en baissant la tête. Jim se crispa, craignant que sa mère ne change d'avis et ne lui cache des informations qui le troublaient depuis longtemps. Le sujet de son père avait toujours été tabou dans la famille. Sarah commence son récit. Il y a longtemps, Grégoire est venu dans notre village pour le mariage de son cousin et y est resté 2 semaines. Nous nous sommes rencontrés au mariage, et dès que je l'ai rencontré, j'ai été submergée par des émotions qui ont bouleversé mon monde. C'était le coup de foudre, un amour qui, je le croyais, durerait toute la vie. J'ai perdu toute notion du temps, j'avais l'impression d'être au paradis, uniquement avec lui.
Votre père était extrêmement beau, vous lui ressemblez beaucoup. Il était charmant et éloquent, j'ai été complètement éprise et consumée par ses pensées pendant ces 2 semaines. Grégoire m'a promis de m'emmener avec lui et que nous nous marierions certainement. Il m'a avoué son amour et a disparu sans un mot d'adieu. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait une femme, il m'avait cruellement trompée, mais je n'ai aucun regret car c'est de cet amour que je t'ai mise au monde. Il y a 2 ans, Grégoire est revenu pour l'enterrement de sa tante. Curieusement, il ne m'avait pas oublié et est venu s'excuser de sa tromperie. Il m'a avoué qu'il était vraiment tombé amoureux de moi et qu'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Nous sommes restés assis dans le jardin, à siroter du thé et à discuter pendant des heures. Au début, j'ai hésité à lui parler de vous, mais j'ai fini par lui avouer qu'il avait un fils. Grégoire était ravi de cette nouvelle. À l'époque, il était seul, sa femme était décédée quelques années auparavant et il n'avait pas d'enfant. Il a commencé à demander à vous rencontrer, mais j'ai refusé, insistant sur le fait que vous n'aviez pas besoin d'un père, puisque vous étiez devenu un bon jeune homme tout seul. Grégoire m'a contacté, m'invitant à reconsidérer ma position et à ne pas être trop rigide. Il m'a laissé ses coordonnées et m'a fait part de son désir de vous rencontrer. Je vous propose, à vous et à Shaun, de lui rendre visite. Pendant ce temps, Jim restait silencieux, aux prises avec le tourbillon d'informations qui venait de lui être révélé. C'était comme l'ébauche qu'il avait imaginée concernant le récit de ses origines. Faut-il en vouloir à son père? Probablement pas, car beaucoup sont sujets à des erreurs de jeunesse, et il n'était pas de son ressort de porter un jugement sur les faux pas parentaux. D'un ton confiant, Jim proposa d'appeler son père pour lui demander s'il était prêt à le retrouver avec son petit-fils. S'avançant sur le quai d'une ville méridionale inconnue, Town Jim prit la main de son fils et observa ce qui l'entourait. Bien qu'ils soient étrangers, ils se reconnaissent instantanément. Grégory rougit momentanément, mais se ressaisit en souriant et s'approcha de sa nouvelle famille. « Comment s'est passé votre voyage, les gars ?» demanda-t-il, impatient d'entendre leur réponse. « C'était une aventure délicieuse », répondit Jim, racontant que c'était le premier voyage en train de Shaun. Étrangement, un sentiment de tranquillité l'envahit en présence de son père, comme s'ils s'étaient toujours connus. Grégory conserve une façade de jovialité, mais la tristesse qui se cache dans ses yeux laisse entrevoir un trouble intérieur et une certaine solitude. « Venez, mes chers, je suis ravi que vous ayez décidé de nous rendre visite », s'exclame Grégory, incapable de contenir ses émotions. Comme ils le découvrirent bientôt, le père de Jim résidait dans une spacieuse demeure au bord de la mer et dirigeait sa propre entreprise comprenant 2 stations-service et un réseau de stations de lavage à travers la ville. Désireux de recevoir son fils et son petit-fils en grande pompe, il organise un somptueux déjeuner dans un restaurant prestigieux. Après le repas, Grégory a proposé une sortie à la mer avec Shaun, à la grande joie de ce dernier. Grand-père et petit-fils se sont régalés de glace et de friandises, tandis que Grégory prodiguait à Shaun une affection sans faille. Plus tard dans la soirée, alors que Shaun dormait profondément, les 2 hommes se sont livrés à un tête-à-tête solennel dans le belvédère, accompagné de 20 maisons. Jim a raconté à son père toute son histoire, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, y compris sa confession du vol d'œuvres d'art et de la trahison de Cathy. « Tu as certainement remué le couteau dans la plaie, mon fils », remarque Grégory en secouant la tête. « Ce que tu as fait à Robin est répréhensible. Elle est une victime innocente. Quant à Cathy, elle ne mérite ni de vous ni d'être la mère de votre fils. Il est impératif de rompre les liens avec elle, et je vous aiderai à naviguer dans la procédure légale. Shaun devrait légitimement rester avec vous. Qu'est-ce que votre femme a à offrir? Comment peut-elle subvenir aux besoins d'un enfant? J'ai des relations et je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Nous devrions tirer parti de sa relation tendue avec son fils. Jim est d'accord, et je vous transférerai officiellement la propriété de cette maison demain. Nous ferons croire que je vous ai vendu la station-service et que vous êtes un père prospère, tant sur le plan de la résidence que sur le plan financier. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas accepter une telle générosité, objecte Jim. Il ne s'agit pas d'une donation, tu es mon fils unique, de toute façon, j'ai l'intention de te laisser, à toi et à mon petit-fils,
toute ma fortune. Ne t'y oppose pas, c'est ainsi que cela doit se passer. Aujourd'hui, j'ai un nouveau but à atteindre. Permettez-moi de trouver le bonheur dans mes vieux jours. D'accord, papa, fais ce que tu veux, se résigne Jim, ne voulant pas offenser son père. Merci, mon fils. Enfin, je peux être appelé papa Grégory, murmure-t-il en embrassant son fils. Jim s'abstint de porter un jugement sur son père, réalisant qu'il avait fait quelque chose de similaire avec Robin. Si Grégory était mu par les émotions, les motivations de Jim étaient alimentées par l'intérêt personnel. Non seulement il a trompé Robin, mais il l'a aussi cruellement piégé, tout cela pour le bien de Cathy, qu'il avait trahi à la première occasion. À quoi pensez-vous ? Demande Grégory à propos de Robin. Je me sens profondément coupable envers elle. J'ai perdu le sommeil et la paix, et je veux aller me repentir, chercher le pardon, avoue Jim. N'y pense même pas, s'exclame son père. Tu ne ferais que t'attirer des ennuis, à Dieu ne plaise, tu finirais en prison. Pense d'abord à ton fils, sinon Cathy te l'enlèvera pour toujours. Et si j'allais là-bas et que j'essayais de parler à Robin, au moins pour savoir ce qui se passe ? Ce n'est pas une mauvaise idée. J'apprécierais vraiment, s'exclame Jim. Une semaine plus tard, Grégoire rendit visite à Robin, mit son fils au courant et lui demanda de superviser l'entreprise au nom de Jim. C'était un nouveau chapitre de la vie, Jim étant impatient de rendre son père fier de lui et apprenant rapidement les ficelles du métier. Un soir, Sarah appelle, manifestement agitée. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Jim, inquiet. « J'ai vu Cathy, maman. »« Renvoie-la. »« Je ne veux même pas l'entendre, » s'exclame Jim. « Tu ne comprends pas, elle est revenue pour de bon, quelque chose n'a pas marché pour elle dans sa vie personnelle. Cathy est très déprimée et espère que vous lui pardonnerez. Je lui ai dit que je ne savais pas où si et toi étiez, Jim, peut-être devriez-vous vous rencontrer et parler, de toute façon, cette conversation est inévitable. D'accord, maman, dis-lui de retourner chez elle. J'ai annulé le bail de l'appartement. Nous avons trouvé une location. J'ai déménagé toutes ses affaires dans l'appartement compact. Informer Cathy que je prendrai le temps de la rencontrer, mais uniquement pour régler la question du divorce. Jim fulminait de colère. Incrédule qu'elle s'attende à ce qu'il l'accepte après une telle trahison. Il est intéressant de noter que son angoisse était passée au second plan depuis longtemps. Il ne gardait aucune rancune envers Cathy, il avait simplement perdu tout respect pour elle, elle n'était plus sa femme à ses yeux. À ce moment-là, le père de Jim entre dans la pièce, l'air fatigué. « Bonjour, papa. Comment s'est passé ton voyage ? As-tu réussi à parler à Robin ? » Grégoire soupire lourdement. « Je ne suis pas en mesure de te juger, mais tes actions ont fait beaucoup de mal à cette pauvre fille. Robin a de sérieux problèmes. Sa grand-mère a eu une crise cardiaque et est hospitalisée. Robin a été renvoyé du musée, accusé de vol, et bien qu'elle ne vous ait pas impliqué auprès des autorités, elle tient beaucoup à vous. Robin prétend avoir égaré les clés du musée, mais les autorités ont d'autres soupçons. L'auteur du vol connaissait le code du système d'alarme, que seul Robin pouvait divulguer. La situation des clés perdues semble très peu plausible. Je dois aller la voir, déclare Jim, la tête baissée. Non, elle ne veut plus vous voir, tes actions ont causé une immense douleur, répondit son père. Ne t'inquiète pas, je suis intervenu. J'ai fourni à sa mère les médicaments nécessaires, j'ai trouvé un avocat compétent pour Robin et je lui ai offert une aide financière, rassura Grégoire. Merci, murmura Jim à voix basse, incapable de fermer l'œil de la nuit. Les pensées de Robin l'accaparaient. Le matin venu, Jim résolut de lui rendre visite, afin de s'expliquer et d'implorer son pardon, mais d'abord, il devait régler ses problèmes avec Cathy. Après s'être entretenu avec son père, Jim part le lendemain avec son fils pour rendre visite à sa mère. Grégory exhorte son fils à revenir et à reprendre l'affaire familiale. « Je reviendrai, mon père, quand tout sera réglé », promet Jim, qui laisse Sean à sa mère.
Jim rencontre alors Cathy et remarque son apparence soignée, apparemment rétablie. Vous attendez de moi que je vous demande pardon à genoux, ici, dans ce parc? Plaide Cathy, feignant de pleurer. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que je n'ai jamais aimé que toi. J'ai quitté Hubert et je veux sauver notre famille. Tu es une bonne actrice, mais tu en rajoutes une couche, a répondu Jim calmement. Il n'y a aucun espoir pour nous. Je vais entamer moi-même la procédure de divorce. Sean restera avec moi, mon fils est terrifié par toi et il s'est enfin ouvert à moi au sujet de tes méthodes d'éducation. Je vais vous l'enlever, s'exclame Cathy d'un ton hystérique. Non, vous ne le ferez pas, Cathy. Soyons honnêtes, tu ne veux même pas de lui. Et encore une chose, ne t'avise plus d'approcher ma mère, rétorque fermement Jim en faisant ses adieux à Cathy, lui jetant un regard méprisant avant de se diriger vers sa voiture, conduisant jusqu'à la ville où résidait Robin. Jim n'était pas sûr de ce qu'il allait dire pour sa défense. Il savait qu'aucun mot ne pourrait justifier ses actes méprisables, mais cette rencontre était cruciale pour lui. Le fardeau qui pesait sur son âme était insupportable et il était déterminé à se racheter. Hésitant un instant, Jim finit par se ressaisir et entra dans le bâtiment, se dirigeant vers le 2e étage. Il sonna plusieurs fois et frappa à la porte, mais il n'y eut aucune réponse. À son insu, sa visite n'est pas passée inaperçue aux yeux des voisins. 5 minutes plus tard, la porte de l'autre côté du couloir s'ouvre et une vieille dame apparaît, visiblement contrariée. « Pourquoi frappez-vous ? Il n'y a personne à la maison, s'emporte-t-elle. Où est Robin ? Pouvez-vous me le dire ? Demande Jim, confus. Elle est probablement au marché en train de vendre du poisson. Où pourrait-elle être sinon, une voleuse ? Elle a déshonoré sa grand-mère, et maintenant elle est à l'hôpital, répondit vivement la vieille femme. Ignorant le reste, Jim descendit rapidement les escaliers et se dirigea vers le marché, qui était commodément situé en face de la maison de Robin. Il ne pouvait pas imaginer que la fragile et délicate Robin travaille dans la rue à vendre du poisson. C'était de sa faute, il l'avait poussée au bord du gouffre. S'approchant timidement d'elle, Jim la salua doucement en baissant le regard. « Bonjour, Robin, murmura-t-il, va-t'en. Comment oses-tu venir ici » s'exclama Robin, pâlissant à la vue de Jim. « Je t'en supplie, écoute-moi » plaide Jim désespérément. « Allons au café et parlons, je suis au travail. Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police et je leur raconte tout » menace Robin. « Tu ne le feras pas. Si tu voulais le faire, tu l'aurais fait depuis longtemps. S'il te plaît, donne-moi juste 15 minutes, implore Jim. Robin se retient de pleurer. Elle aimait profondément Jim, presque jusqu'à la folie, mais elle ne pouvait pas fermer les yeux sur ces terribles actions. « D'accord, je t'écouterai, mais seulement pour que tu sortes d'ici le plus vite possible, concéda-t-elle fièrement, enlevant son tablier et se dirigeant vers le café. Là, Jim s'épanche auprès de Robin, détaillant l'état désastreux de Cathy et son désespoir de sauver la mère de leur fils. Il sait qu'il a un long chemin à parcourir pour regagner sa confiance, mais il est prêt à faire tout ce qu'il faut. Il a mentionné que Cathy l'avait quitté après avoir suivi un traitement et qu'il n'aimait plus son épouse, n'éprouvant que du mépris pour elle. « Je n'étais pas sûr de mes sentiments pour toi jusqu'à la fin. Je pensais que la culpabilité était la seule chose qui m'empêchait de t'oublier, mais quand je t'ai vu aujourd'hui, j'ai réalisé que j'étais amoureux. Je ne veux plus te perdre, je ne veux pas que tu souffres Robin chéri. Pardonne-moi, donne-moi une chance, on repart à zéro. » Supplie l'homme de s'en aller Jim. « Je ne veux pas te voir, » murmura-t-elle sans lever les yeux sur son amant. Il baisse la tête, il se leva silencieusement de table, jeta quelques billets pour le café et se dirigea vers la sortie qu'il voulait hurler de désespoir. Il réalisait qu'il l'avait perdu à jamais et que rien ne pouvait plus être défait. Jim. L'homme entendit la voix de Robin et s'arrêta. « Ne pars pas, je ne peux pas partir sans toi, » dit la jeune fille en se jetant dans les bras de son homme bien-aimé. Le temps a passé aujourd'hui. Jim et sa famille célébraient une grande fête qui réunissait toute la famille. La grand-mère de Robin berçait son arrière-petite-fille dans une poussette. Robin et Sarah dressaient une grande table dans le jardin de jasmin en fleurs,
Jim, son père et Sean couraient partout avec un ballon. Les gars s'arrêtent de jouer avec le ballon, tout est prêt. Allons à table, Robin a appelé grand-mère Chat qui s'est déjà endormie. Madame Porter a soigneusement recouvert la poussette et s'est précipitée vers la table. En tant que femme la plus âgée et la plus sage de la famille, elle devait être la première à prononcer un discours en l'honneur de Sarah Gregory, nouvellement mariée. Nous sommes tous très heureux pour vous, a déclaré Madame Porter en levant son verre de champagne. Vous avez parcouru un chemin long et difficile sur la voie du bonheur et, comme on dit, Dieu travaille de façon mystérieuse. C'est le destin qui a voulu que vous vous rencontriez enfin après des années et que vous vous retrouviez sous des acclamations joyeuses. Merci, Madame Porter, pour vos vœux chaleureux, dit Gregory Sarah, et je veux faire une annonce demain matin. Nous allons partir pour un repos bien mérité. Jim, maintenant vous et Robin possédez cette maison et cette entreprise, bien sûr, je laisse Madame Porter en charge. Je suis sûr qu'elle prendra soin de vous. L'homme sourit, Robin essuie une larme en s'accrochant à son époux bien-aimé. Jim la serre dans ses bras et lui murmure à l'oreille qu'il est aussi heureux que ses parents, car il a une femme bien-aimée, un fils et une fille. Il n'osait pas rêver d'un plus grand bonheur, le destin, enfin, lui sourit en lui donnant la plus précieuse des récompenses. Le véritable amour et la famille.